Donc, je suis Régine, en fait, je suis donc la présidente de l'association Oboso qui a pour vocation l'inclusion des personnes autistes. Voilà, tout simplement parce que moi-même, je suis parent d'enfants autistes, d'une fille, justement. Et la journée du 8 mars d'hier me semblait aussi une belle une occasion, en tout cas, pour reparler, pour parler de nouveau voilà, de l'autisme au féminin. Alors, donc, du coup, j'ai été en contact avec Lali, qui, du coup, nous parlera vraiment de son expérience en tant qu'autiste autiste Asperger, son parcours. Et normalement, donc, du coup, si elle arrive du coup, à basculer ici, il y a Yolande, qui, elle, pour le coup, est éducatrice spécialisée et donc qui travaille avec des jeunes enfants et moins enfants, plus grands, pour les accompagner justement dans la prise en charge, que ce soit pour le développement du langage, travailler tout ce qui est comportement inapproprié. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et bien sûr, prendre vos questions et éventuellement pouvoir y répondre en fonction de la thématique. Du coup, alors, Lali, on va du coup commencer directement par toi, hein, parce que, alors, c'est juste moi, en regardant un petit peu, donc du coup, en découvrant l'autisme, j'ai regardé un petit peu et dans les chiffres, nous disent qu'il y a plus de garçons touchés par l'autisme que les jeunes filles. Et en regardant un peu plus loin, finalement, ce n'est pas tant qu'il y a plus de garçons, c'est surtout qu'il y a moins de diagnostics sur les filles parce qu'elles arrivent à camoufler un petit peu mieux, à s'adapter un petit peu mieux à la société et qu'il y a certains comportements qui peuvent être plus acceptés pour les filles que pour les garçons. Donc, du coup, on a l'impression qu'en fait, il y a moins de filles, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et au fur et à mesure, du coup, du parcours, on constate effectivement aussi rencontre plusieurs difficultés, que ce soit dans l'inclusion au niveau scolaire, dans l'inclusion même pour les loisirs, c'est assez compliqué à gérer. Il y a aussi une évolution au niveau de l'adolescence, hein. Voilà, quand on arrive à l'adolescence avec les hormones, les règles, voilà, c'est des choses à gérer aussi. Comment est-ce qu'on explique à une jeune fille autiste que voilà, son corps est en train de changer, qu'elle va avoir des règles, comment on explique tout ça, voilà, c'est aussi un parcours sur lesquels, aussi des thématiques en tout cas que j'ai découvertes au fur et à mesure et qui pour moi sont aussi des points clés à développer, en tout cas à mettre en lumière, voilà, à développer, sur lesquels il faut effectivement faire une certaine pédagogie. Et forcément, quand on arrive à l'âge adulte aussi, il y a aussi d'autres problématiques parce que ce soit de l'enfance, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, on va dire 15 ans et même jusqu'à, on va dire, 21 ans, il y a à peu près des structures, même si elles restent très peu et elles restent peu nombreuses, il y a quand même des structures qui permettent des prises en charge et des prises en charge et des accompagnements, mais à un moment donné, on me dit tous les jours, sachez qu'à partir de 21 ans, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a cette thématique-là. Et du coup, quand j'ai rencontré Lali qui m'a dit, alors, autiste Asperger, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est comment est-ce que, Lali, tu t'es dit que voilà, il y avait quelque chose de différent en toi par rapport aux autres? Déjà, peut-être rappeler que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble du développement d'origine neurologique. Ça se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations ou qui semble inadapté par rapport à une espèce de norme sociale qui est imposée à tout un chacun. Et ces signes peuvent généralement être identifiés avant l'âge de 3 ans.
On a souvent entendu que les parents étaient la cause de l'autisme de leur enfant. Rien ne prouve que c'est génétique. C'est vrai qu'on retrouve souvent des familles d'autistes où dans les fratries, il peut y en avoir plusieurs, ou alors le père peut avoir des traits autistiques et l'enfant plus. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas un gène autistique. Aucun de mes deux parents ne l'est. Mon père participe là à la réunion s'il a réussi à se connecter. Donc moi, en tant que fille, effectivement, comme le disait Régine, on est sous-diagnostiqué parce que on a une forte propension au camouflage et, et au déguisement social. Ce qui fait que moi, petite, je suis troisième de 4 enfants. Donc, j'étais très, très bien avec mes frères et sœurs. On s'amusait bien ensemble. Je suis la 9e de 50 cousins germains. Donc, pareil, là, je n'avais pas de problème d'interaction avec ma famille proche. En revanche, c'était extrêmement compliqué lorsque j'étais à l'école, où je me retrouvais seule et mise à l'écart parce que j'avais un comportement que je ne savais pas définir à l'époque, mais en tout cas qui me mettait souvent au banc de, c'est le cas de le dire, de la société scolaire. J'ai souvent mis ça sur le compte que fille de militaire et déménageant tous les 3 ans, c'était compliqué de se refaire sa place auprès de ses petits camarades qui se connaissaient depuis le CP, etc. Machin. Pour autant, ça justifiait pas le fait que je sois harcelée, agressée, malmenée. Je me suis pris des coups de fourchette, des coups de couteau. J'ai été blessée et parfois, ça m'est arrivé d'être tabassée même. Et comme il se trouve que je suis dyspraxique, mes parents ne s'en rendaient pas compte parce que je le leur cachais tout simplement. Je leur disais, je me suis pris un mur, je me suis pris les pieds, machin, j'ai toujours eu des tonnes de blessures dans tous les sens. Et donc, je voulais préserver mes parents parce que je sentais que ce n'était pas une situation normale. En tout cas, mes frères et sœurs ne la vivaient pas. Et je ne voulais pas faire porter le poids aux parents, qui étaient pourtant très ouverts d'esprit. Mais bon, voilà, c'était quelque chose que je ne voulais pas leur faire porter. Bon an, mal an, j'ai fini par avoir une scolarité jusqu'à la terminale et puis même au-delà. Je me suis sentie bien le jour où je suis rentrée à la fac et où j'étais complètement anonyme. Parce qu'à la fac, on peut arriver en cours, en TD, en machin, si on n'est pas obligé d'être copain avec les gens qui vous entourent. Vous êtes un numéro parmi d'autres, un étudiant parmi d'autres. Il faut savoir que la solitude ne m'a jamais pesé parce qu'on est très nombreuses dans ma tête et qu'on s'amuse beaucoup ensemble, ce qui fait que je ne souffrais pas de solitude. Pour autant, j'arrivais pas en fait à me faire d'amis. Et c'est après coup, c'est aujourd'hui une fois que le diagnostic a été posé, que j'ai réalisé que je ne savais pas me faire d'amis parce que je ne sais pas imiter les autres. J'ai beau essayer, j'ai beau essayer de me conformer à ce que font les autres, même en entreprise, où finalement, en entreprise, au départ, ce sont des individus qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui, au bout de quelques semaines, ont le même code vestimentaire, ont la même façon de s'exprimer, se trouvent des points communs, en tout cas sur le lieu de travail, qui ne vont pas forcément à l'extérieur, mais qui créent une espèce de société dans la société. Et ça, j'ai jamais été capable de le distinguer, parce que tout ce qui est implicite, non dit, sous-entendu, je ne les comprends pas, je ne les vois pas, tout simplement. Parce que je vois que le sens premier du terme. Quand j'étais étudiante, je me suis attelée à apprendre tous les soirs une dizaine de mots du dictionnaire avec toutes les entrées, tous les sens de chaque entrée du dictionnaire. Parce que, en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est quand vous parlez, j'ai les phrases qui s'inscrivent dans mon cerveau, je vois la phrase qui s'inscrit, et quand un son peut revêtir plusieurs sens,
en fait, je suis obligée d'ouvrir mon petit dossier cérébral interne qui va screener tous les sens de ce son pour essayer de mettre en corrélation avec le sens global de la phrase. Ça, aujourd'hui, ça dure encore. C'est-à-dire que c'est un exercice de chaque instant qui est absolument épuisant parce que forcément, je suis tout le temps en train de me demander si je suis comprise, si je comprends bien, et si mon comportement est socialement acceptable, sachant que je n'ai absolument aucune déviance, hein, je n'ai jamais fait de mal à personne, c'est même plutôt le contraire. En réalité, mon handicap, c'est pas d'être autiste, mon handicap, c'est d'évoluer dans une société qui n'est pas ouverte à la différence et à la diversité. Je parle plus de diversité que de différence parce que personne n'est le clone d'un autre, en fait. On est tous des individus différents, on est tous uniques. Et ben moi, j'ai un truc unique un peu à part, c'est que je suis autiste, ce qui ne définit pas ma personne, mais qui fait partie de moi et qui explique un certain nombre de comportements. Donc, j'ai trouvé l'amour de ma vie le 14 juillet 2000, facile, moi j'aime bien les dates faciles. J'ai rencontré mon mari, en gros, à un bal des pompiers le 13 juillet au soir. On est sortis ensemble à 2h du mat et à 11h, j'étais installée chez lui et ça fait donc 22 ans bientôt que ça dure. Ce qui lui a plu, c'est mon côté décalé, justement, la faux folle, celle qui s'habille pas comme les autres, qui met des paillettes, qui met des étoiles dans les cheveux, qui a ce côté atypique et marrant, parce qu'en fait, malgré moi, étant donné que souvent je comprends de travers, les gens pensent que je fais exprès de faire des jeux de mots, alors que pas du tout, c'est juste que j'ai compris, j'ai compris de travers. Donc, bon, ça crée une certaine personnalité. Et c'est vrai qu'avec mon mari, qui est beaucoup plus sociable que moi, en tout cas qui n'a aucune difficulté d'interaction sociale, quand je l'accompagnais, parce que je fais un petit peu moins l'effort que maintenant que j'ai le diagnostic, parce que je ne m'impose plus cette peine, mais aller dans des endroits où on ne connaît pas la plupart des gens, où il y a du bruit, où ouais, je me sens pas à l'aise en fait. Je suis pas à ma place. Ma place, c'est d'être avec des gens qui sont atypiques, qui ont des côtés un peu foufou. Et je suis depuis quelques mois en train de faire de très très belles rencontres sur LinkedIn notamment. Et je vois parmi les personnes qui sont en train de se connecter de très très gros coups de cœur et des amitiés qui sont nées sur Internet. Parce que se cacher derrière un écran ou derrière un clavier, c'est plus facile. Et surtout, je constate qu'il y a une forte prise de parole en ce moment de la part des femmes qui ont été très longtemps sous-diagnostiquées, comme le disait Régine, parce que notamment, on a des intérêts spécifiques qui sont socialement plus acceptables que ceux des hommes. C'est-à-dire que les interactions entre les hommes, quand ils se rencontrent pour se voir, ça va être pour aller boire une bière, faire du foot, voilà, ces sujets-là. Ils ne vont pas parler de leurs enfants, de ce qu'ils vont faire à manger le soir, etc. Alors que les femmes vont tout de suite être dans une relation plus maternelle, le quotidien, le cours de pilates, enfin des trucs comme ça. Et moi, je ne sais pas discuter de ça, en fait. Donc, les copines que j'ai, c'est des filles dont on parle beaucoup d'autisme, hein, du coup, maintenant, parce qu'on se reconnaît comme ça, ou de très, très belles personnalités. Et j'ai envie de citer, parmi d'autres, Abla, qui est là et qui fait partie des coups de cœur, vraiment. C'est des gens qui ne sont pas eux-mêmes touchés par le handicap et qui pourtant s'y intéressent. Pas plus tard que tout à l'heure, mon fils qui est rentré en école de commerce cette année avec un an d'avance, il est HPI aussi, parce que mes deux fils sont HPI, et mon second est TDAH et a le syndrome de Gilles de la Tourette, donc ça fait beaucoup d'ambiance à la maison.
tout à l'heure, mon fils donc, a assisté à un cours d'une personne, on n'a pas su dire exactement qui c'était, mais un secrétaire d'État sûrement au gouvernement, qui parlait d'inclusion, de handicap invisible, que ça concerne 80% des personnes, enfin des handicaps. Et il a été sidéré de voir que quand l'intervenante a parlé d'autisme, les réactions autour de lui, ça a été majoritairement oui, de toute façon, les autistes, c'est tous des fous, il leur manque des cases, ils sont pas intelligents. Et voilà. Et alors que lui est hyper fier d'avoir une maman qui aujourd'hui prend la parole, est ambassadrice de la Ça y est, on entend neurodiversité. Lali, là, c'est bon? Très bien, oui. Ah oui, mais il faut que tu éteignes ton micro, Jo. C'est ma belle-mère. Ah oui, alors où est-ce que je l'éteins ce truc-là? Parce que moi, dis donc, hein, Bah alors, en tout cas, arrête de parler. en bas à gauche, tiens là, muet. Mais du coup, Lali, comment est-ce que tu en es arrivé à te faire diagnostiquer? Du coup, comment Ouais, est-ce que alors, tu as fait le chemin? c'est arrivé, bon, je sentais une différence depuis toujours. Et j'ai commencé par travailler à domicile. J'étais correctrice dans des maisons d'édition. Donc, bien planquée dans mon salon, à voir personne, c'était très bien. Et en fait, un jour, être auto-entrepreneur, ça m'a pesé parce que j'avais pas de revenus fixes, j'avais jamais de vacances, etc. Donc, je me suis dit, ben, je vais trouver un emploi salarié dans une entreprise. Et c'est là que les dégâts ont commencé, et le terme n'est même pas assez fort, parce que c'est là que je me suis rendu compte que ben, je n'étais pas comme les autres, que je ne savais pas être comme les autres. Je ne m'en rendais pas forcément compte, parce que moi, je suis là pour faire mon boulot. Les autistes sont, quelle que soit la sévérité de l'autisme, et je rappelle on est 700 000 autistes en France, il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes, donc je parle pour moi, je ne peux pas m'exprimer au nom de tout le monde. Ben, je ne me rendais pas compte que j'étais à côté, et donc progressivement mise de côté, et ça ne me pesait pas spécialement puisque je ne le voyais pas. Et là ont commencé des mois de souffrance, et puis qui se sont transformés en années de souffrance, parce que j'étais régulièrement harcelée par mes managers, et puis harcelée sexuellement aussi, parce que comme je ne vois pas les signaux je ne vois pas le mal, hein. Souvent on dit que les femmes autistes sont naïves parce que bah, je n'imagine pas le mal. Moi, si on ne me dit pas très clairement j'ai envie de coucher avec toi, et c'est ce qu'un de mes patrons m'a dit un jour, bah, je ne vais pas voir qui me drague, et comme moi je drague personne. Donc quand cette personne m'a dit un jour, donc c'était mon patron, me dit tu dois avoir conscience qu'il y a 50% des hommes de cette terre qui veulent coucher avec toi, et les 50 autres pourcents, c'est qui t'ont pas vu. Moi, ce que j'ai entendu, c'est 50% des hommes de cette terre t'ont vu. Et donc là, je dis, bah non, c'est pas possible, je ne connais pas 50% des hommes de cette terre, donc je vois pas comment ce serait possible. Il dit, non, mais tu fais exprès. Je dis, bah, non. Il dit, bon, bah, pour être très clair, moi, je t'ai vu. Ouais, ok, bon, bah, tu es en face de moi. Il dit, non, mais en gros, je veux coucher avec toi, quoi. Ah, bon, alors là, je suis tombée des nues parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Et ce que je voulais sortir, c'est le texte de loi qui dit, quand tu te maries à la mairie, que bah, tu dois fidélité à ton conjoint, et que lui, il était marié, que moi, j'étais mariée, et que donc, bah, c'était pas possible. Outre le fait qu'en plus, il me plaisait pas. Mais, et voilà, j'ai eu l'autre cas d'un autre patron qui, un jour, m'a dit qu'il allait voir sa psy pour savoir quelle était la nature de ses sentiments pour moi. Et là, je dis, bah, tes sentiments, bah, c'est des sentiments professionnels, tu es super contente, tu as fait le meilleur recrutement de ta vie, parce que les autistes sont très... Enfin, on ne connaît pas nos limites en termes de travail. Moi, si on ne dit pas stop, je ne stoppe pas, et du coup, je surchauffe, et d'où des effondrements psychiques et physiques de temps en temps, parce que je ne sais pas m'arrêter. C'est mon mari qui me dit, stop, là, il faut que tu fasses rien, et je ne sais pas rien faire parce que je suis toujours en train de réfléchir à ce que je dois faire. Et donc, en 2007, j'ai accueilli une stagiaire, c'est la fille de mon patron, enfin de l'un de mes patrons, qui est rentrée dans la salle, et ça a fait un effet boomerang. C'était moi, quelques années plus tôt, adolescente. On s'est reconnus, enfin, ça a été une évidence. C'était moi plus jeune, en fait. Dans sa façon de s'habiller, sa façon de s'exprimer, dans les intérêts communs qu'on pouvait avoir, dans ce qu'on ne comprenait pas des autres, dans ce que les autres ne comprenaient pas de nous, etc.
Et elle n'était pas encore diagnostiquée à ce moment-là, mais elle l'a été quelques mois plus tard. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches pour savoir ce que c'était que l'autisme Asperger, parce que comme tout le monde, j'avais l'idée que l'autisme, c'était des gamins qui étaient non-verbaux, qui se faisaient du mal, qui faisaient éventuellement du mal aux autres, qui se roulaient par terre, etc. Et en cherchant la définition de l'autisme Asperger, je cochais toutes les cases, en fait. Mon mari m'a confirmé que je cochais toutes les cases quand il a vu toutes ces définitions-là. Et il m'a incité à entamer un processus diagnostique. Et je me suis dit, ben non, c'est bon, en gros, on sait que c'est ça, c'est pas la peine d'aller plus loin, je vais m'auto-corriger, je vais travailler sur moi pour que tout se passe bien. Sauf que c'est impossible. Enfin, je peux faire tous les efforts que je veux, si les autres ne font pas les efforts de leur côté, ça reste très compliqué. Donc à ce moment-là, j'ai pris attache avec le Centre Ressources Autisme de Paris, et je me suis retrouvée avec 3 ans d'attente. Et je me suis dit, 3 ans d'attente, franchement, ça ne sert plus à rien. Là, aujourd'hui, que bon, je suis une grande dame, enfin, j'avais 30 ans à l'époque, je vais faire avec, et puis voilà. Sauf que, comme je le disais, professionnellement, ça c'est compliqué. J'ai changé d'entreprise plusieurs fois, et à chaque fois, j'ai rencontré ce même problème d'acceptation de l'autre. En plus, comme je suis HPI avec un QI à 154, le QI tout seul ne fait rien, l'autisme tout seul ne fait rien non plus, mais en tout cas, ça explique que j'étais dans une dynamique où il faut que tout soit toujours parfait, je vais toujours au-delà de ce qu'on me demande. Donc ça plaît beaucoup aux employeurs, mais beaucoup moins aux collaborateurs qui disent « elle se prend pour la première de la classe, elle essaie de me piquer ma place, alors que moi, je suis juste bien dans mon petit coin et que je veux gêner personne. » Et il se trouve qu'en 2018, un jour, je suis arrivée au boulot. Alors, j'avais un patron à ce moment-là qui commençait à avoir un comportement un petit peu étrange, très versatile, que je n'arrivais pas à analyser. Et en rentrant de déjeuner, je me suis écroulée par terre comme un bloc de béton. Je ne pouvais plus rien bouger. Je hurlais de douleur, quoi. Tout me faisait mal. Donc, ils ont appelé SOS médecin, j'ai été emmenée aux urgences. Et là, a démarré des mois et des mois de recherche pour savoir ce que je pouvais avoir. Tous mes résultats sanguins étaient mauvais. À chaque fois que je faisais une échographie, il y a un truc qui n'allait pas, les reins ne fonctionnaient pas, la vessie ne fonctionnait plus. Donc, on ne savait pas quoi, mais en tout cas, j'étais morte de fatigue et d'épuisement moral. Et là, j'ai développé un début de cancer de l'utérus qui a amené à une hystérectomie qui a permis de me rétablir tout de suite parce que ça a été pris très tôt. Donc, j'ai pas eu de métastase, j'ai pas eu d'autres traitements qu'un suivi régulier pour vérifier que ça ne redémarre pas. Mais ça a été un déclencheur, cette maladie. Je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de souffrir, j'ai envie de vivre une vie épanouie maintenant. Et là, on est arrivé au confinement, au premier confinement, début mars 2020, où la veille du confinement, j'étais passée au Centre Ressources Autisme d'Île-de-France, qui m'a donné des noms de psychologues TSA, spécialisés TSA, en me disant, vous devriez prendre rendez-vous. Voilà. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue, qui, au bout de 10 minutes d'échange, d'anamnèse, m'a dit, bon, y a pas, ça ne fait pas un pli, vous êtes autiste Asperger, mais on va quand même faire les tests. Donc, j'ai fait 3 millions de tests, et qui avait l'air de confirmer le diagnostic, qui peut être établi uniquement par un psychiatre. Donc, j'ai été adressée vers une psychiatre qui venait juste de s'installer, coup de bol, qui venait du Centre Ressources Autisme de la Pitié-Salpêtrière, et donc elle a eu la place dans son cabinet, et qui m'a prise tout de suite. J'ai eu 3 rendez-vous, elle a posé le diagnostic, j'ai envoyé mon dossier à la NDPH. Voilà, ça a été instruit assez rapidement, puisque pendant le Covid, plus personne n'a envoyé son dossier, donc j'ai eu de la chance, ça a été traité en 8 mois. Et donc, ça a été une première révélation de me dire, voilà, ok, j'ai un nom sur ce que je ressens, et voilà ce qu'est l'autisme, et voilà pourquoi je ne dois pas être la seule à faire cet effort d'intégration complet. Il faut que j'arrive à rendre cette société plus inclusive.
La différence entre l'intégration et l'inclusion étant que l'intégration, c'est que vous mettez une personne dans un environnement qui est étouffé et qui ne va pas s'adapter à vous, alors que l'inclusion, c'est exactement l'inverse. Vous avez un environnement qui est prêt à s'adapter et à accueillir avec bienveillance tout type de salarié, qui soit neurotypique ou atypique ou handicapé ou peu importe, mais en tout cas qui a compris que l'intérêt de l'employeur, c'est bien que ses employés soient heureux sur un lieu de travail et qu'il en faut peu pour être heureux, comme dirait Balou. Et c'est vrai, il y a finalement assez peu d'aménagements qui sont à faire. Sortie du premier confinement, donc en juin 2020, je retourne au boulot dans cette boîte qui m'avait malmenée. Et là, j'apprends que je fais l'objet d'un licenciement économique. Plutôt que m'effondrer, j'ai éclaté de joie. Et donc, j'ai sauté de joie parce que je me suis dit, ben, ouf, moi qui n'aurais jamais osé donner ma démission parce que j'avais peur financièrement, et ben, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller chercher un boulot dans une boîte qui m'accueillera pour ce que je suis, avec mes faiblesses, mais aussi avec mes forces. Parce que ma force, en étant autiste, c'est d'avoir un cerveau qui est une boule à facettes, pailletée, qui part dans tous les sens. Et ce qui fait qu'en tant que communicante, qui est mon métier, je vais jamais être capable de faire comme le concurrent, je vais faire différemment et c'est ce qui fait que ma communication se différencie et se démarque et donc avec des bons résultats, quoi. Donc pour moi, ça, c'est pas un problème. J'ai postulé auprès de plein de missions handicap, mais où finalement, on se rend compte, dans des grosses boîtes, où on se rend compte que c'est un bien grand terme, c'est plus pour être en règle avec la loi, d'avoir un système RSE, c'est bien sur le papier, ça fait plaisir pour ne pas payer plus d'impôts ou des taxes à la GFIP, mais les personnes que j'ai rencontrées dans des grosses boîtes, dans les missions handicap des grosses boîtes, n'étaient pas plus bienveillantes que n'importe qui d'autre. Et je suis passée par LinkedIn pour envoyer des tonnes de lettres de motivation spontanée, et notamment à une association, le Club des 6, pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui crée et gère des habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap sous forme de colocation. Et l'histoire de cette association est née d'une histoire familiale, d'un drame, de la fondatrice, dont la sœur s'est endormie au volant à 18 ans et qui s'est retrouvée cérébro-lésée. Elle a fait plusieurs mois de coma et quand elle s'est réveillée, aujourd'hui encore, cérébro-lésée, elle n'a pas l'usage de ses jambes, de ses bras, elle parle difficilement, alors elle a toute sa tête, mais... donc voilà, donc c'est une histoire familiale qui a créé cette association. Et ça change tout, en fait. Quand on est entouré de personnes qui savent ce qu'est le handicap, qui savent qu'il faut s'adapter, qui sont bienveillants, patients, voilà, j'ai trouvé ma place dans cette association-là. Alors, je travaille qu'à temps partiel, parce que c'est une association, donc ils ne peuvent pas payer quelqu'un à plein temps pour les accompagner. Et c'est pour ça que je développe aujourd'hui des conférences et des sensibilisations auprès des entreprises et des écoles pour expliquer ce qu'est l'autisme, quelles sont les différentes formes d'autisme, en quoi, oui, ça va nécessiter des aménagements éventuellement, en quoi c'est de force de pouvoir compter parmi soi des personnes qui sont neuroatypiques, que j'appelle plutôt neuro-extraordinaires au sens premier du terme. Vous êtes ordinaire, moi je suis extraordinaire, voilà, c'est plutôt sympa en fait. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai découvert une communauté de femmes. Je vois qu'il y a Daisy qui est en ligne, qui a écrit un formidable ouvrage pour parler de sa vie de maman, d'un petit garçon autiste, et donc de tout le processus aussi d'acceptation parentale quand on a un enfant qu'on diagnostique autiste ou n'importe quel handicap, qui est un grand chamboulement dans la famille, dans le couple, dans les amitiés aussi, parce que souvent les gens ils n'aiment pas de la complication, hein, donc les amis,
s'étiole. Moi, quand j'ai annoncé mon diagnostic, ça a fait un très, 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 très grand tri dans mon carnet d'adresses. Donc, c'était pas très rempli, certes, mais bon. Même au niveau de la famille et des amis, ben, ça fait un tri. Et moi, en fait, je ne veux plus m'encombrer de personnes qui ne soient pas prêtes à m'accepter telle que je suis. Moi, je continue à faire des efforts. Et quand on me dit, ouais, tu pourrais faire un effort, en fait, vous n'imaginez pas, je fais un effort constant sur les 18 heures que je passe éveillée, je fais 18 heures d'efforts intellectuels pour vous comprendre, pour essayer de m'adapter, pour être non, même plus la plus normale possible, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire d'être normal, on est tous uniques. Et En tout cas, pour pouvoir… ça fait du bien de voir qu'il y a une grande communauté et que les gens viennent à moi maintenant. Je reçois des messages tous les jours de gens qui me demandent des conseils, comment faire, comment… Bon, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne peux pas me substituer aux spécialistes. Je peux juste témoigner de mon expérience. Et toi, Régine, tu auras une expérience très différente puisque tu es maman d'eux. Oui. Et chaque maman peut aussi avoir une expérience différente. Je vois aussi qu'on a parmi nous des professeurs ou futurs professeurs. Je vois une certaine Camille qui est là et qui est en train de se former au métier d'enseignante et qui sera amenée forcément à compter parmi ses futurs petits élèves des enfants qui auront des besoins spécifiques. Et malheureusement, les enseignants ne sont pas formés à ça. Exactement, exactement. En tout cas, c'est très intéressant ton expérience que tu nous racontes, Lali, parce qu'en fait, on voit derrière qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts de la part des personnes autistes pour pouvoir s'intégrer tout simplement dans la société. Et je voulais en profiter justement pour peut-être demander à Yolande, elle, du coup, toi qui travaille avec plus des jeunes enfants, voilà, tu vas peut-être me confirmer des enfants et des jeunes enfants, comment est-ce que ça se traduit? On a parlé des problématiques de communication, de comportement. Comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a une spécificité particulière pour les femmes? Et comment peut se traduire cette nécessité d'adapter, en tout cas, tout l'environnement pour les intégrer? Les inclure, pardon. Peut-être juste avant qu'elle prenne la parole, comme je ne voudrais pas qu'elle soit coupée dans son propos, il reste 3 minutes là. Je propose qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte tous sur le même lien. Comme ça, ces propos ne seront pas coupés. Ce sera quand même plus agréable pour elle de pouvoir s'exprimer sans pause. Tout le monde est d'accord? C'est bon. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. En tout cas, on était donc Lali nous avait un peu raconté son parcours, nous racontait du coup son parcours, voilà comment elle était arrivée au diagnostic. Et moi du coup j'en ai un peu. Embrasse, bisous. Ce que j'en ai retenu, en tout cas pour nous qui sommes soit aidants, soit ou pas, hein, ou accompagnants, c'est qu'il y a une certaine vigilance aussi à avoir parce que effectivement, comme les personnes autistes ne se rendent pas forcément compte des codes, des non-dits, voilà, il y a parfois peut-être une mise en danger. Donc, c'est des choses qu'il faut également aussi intégrer et voir comment, je parlais justement de l'adolescence tout à l'heure, comment expliquer à la jeune fille que son corps change. Du coup, elle n'a plus ce corps de petite fille, donc elle peut attirer le regard. Et comment est-ce que… comment se protéger, comment se protéger. Les meilleures proies possibles pour… oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Il y a cette thématique-là. Il y a aussi le sujet tu parlais tout à l'heure des efforts, de l'épuisement que ça peut être d'être dans la société avec tout le monde. Donc, entre le bruit déjà, il y a une vidéo que moi j'aime beaucoup partager quand je parle des sons, c'est cette vidéo-là où on voit le jeune autiste qui entend tous les moindres petits bruits auxquels nous, on ne fait pas forcément attention, mais un son d'une goutte qui est en train de tomber, l'entend, mais tous les sons sont entendus et du coup, ça fait vraiment un épuisement vraiment difficile pour une personne qui a le micro ouvert avec la télé derrière.
Ah, super, merci. Donc, du coup, c'est pour ça que généralement, on demande de mettre des casques anti-bruit. Alors, quand on est enfant, jeune, ça passe de se balader avec le casque. Quoique c'est un petit peu la mode hein, d'avoir des gros casques maintenant, ça peut passer inaperçu. Mais j'avoue que moi, pendant longtemps, je ne voulais pas trop que ma fille ait un casque. Je dis, mais non, on va tout de suite la stigmatiser, la pointer du doigt et tout. Donc, après, je me suis rendu compte que finalement, moi, je l'ai essayé et même moi, ça m'a fait du bien. Donc, du coup, je me suis dit, si moi, ça me fait du bien, j'ose même pas imaginer ce que ça représente pour elle d'avoir le casque. Jusqu'au jour où elle-même décide simplement de ne plus le mettre parce qu'elle arrive, elle s'est tellement effectivement adaptée qu'elle-même arrive à vivre avec ce bruit-là. Donc, du coup, on est revenu, alors on est déjà une vingtaine, je vais peut-être du coup passer la parole, Yolande, si tu veux bien nous raconter un petit peu, justement pour les petits, comment ça se manifeste et comment est-ce que se fait ce travail d'accompagnement que tu fais au quotidien. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais me présenter un peu. Je suis éducatrice spécialisée. Je travaille au Québec. Et éducatrice spécialisée qui travaille au Québec. Il faudrait couper vos micros pour ceux qui ne sont pas speakers, s'il vous plaît. Oui, je travaille au Québec et je travaille... j'ai un rôle soutien-conseil dans les écoles, en fait. On a une grosse commission scolaire. On a des élèves autistes intégrés dans des classes régulières. On a ce qu'on appelle nos points de service, c'est des classes spécialisées dans des écoles régulières et on a l'école spécialisée. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aller soutenir les enseignants, l'équipe école. Je fais plusieurs écoles, du primaire, Régine, je fais maternelle, primaire, secondaire aussi. Donc, j'ai presque plusieurs niveaux. Je vois les plus jeunes, mais j'ai travaillé longtemps avec les plus jeunes, mais ça fait 2 ans, je vois les plus jeunes, je vois les adultes aussi. Donc, nous, mon service, on nous appelle qu'on a des élèves qu'on dit qui sont en bris, on peut dire en bris de fonctionnement. Donc, c'est des élèves dus peut-être à l'environnement, dus au bruit, dus à plusieurs choses. Ils ont des difficultés par rapport à leur fonctionnement de pouvoir être bien scolarisés. C'est là où on va venir et ensemble être dans la réflexion avec le jeune parce que ça se passe avec le jeune. On va réfléchir et trouver les moyens pour qu'il puisse être bien à l'école, qui est un milieu social. Mais on va tous venir au Québec, Yolanda. Attention. Oui. De toute façon, c'est connu que le Québec est quand même très en avance par rapport à la France. Hein. Ça, exactement. Ouais. Donc, le processus pour rentrer ici, quand un enfant a des défis, nous, je vais parler beaucoup en termes de défis, en termes de difficultés. On ne parle pas en termes de c'est un trouble parce que c'est pas un trouble, c'est une personne qui a des défis, qui a des difficultés. Et ça peut être des enfants qui font ce qu'on va dire des crises, que moi j'appelle des crises de non-sens ou bien des désorganisations parce que l'environnement, la façon que je vais traiter l'information dans l'environnement, à un moment, je suis en surcharge. Et ma réponse à cela, ma réaction, elle va être jugée inadéquate. Mais c'est ce que j'ai. Donc, un enfant qui va me lancer des choses, cet enfant lance des choses parce qu'il n'est pas bien. Il ne faut pas oublier qu'un comportement, c'est pour répondre à un besoin. Donc, nous, en tant qu'adultes, nous, en tant qu'intervenants, en tant que société, prenons le temps d'aller voir, d'aller comprendre pourquoi cet enfant-là est en train de nous lancer des objets. Qu'est-ce qu'il est en train de nous communiquer? Là, on rentre dans la communication. C'est sa façon de nous parler. Si c'est un enfant qui est non-verbal, c'est sa façon de nous communiquer. Et c'est aller là, à ce moment, il faut qu'on mette nos lunettes de personnes autistes ou bien nos lunettes d'avocate. Souvent, j'arrive souvent dans certaines écoles, je dis à l'élève, tu sais quoi, moi, je suis ton avocate. Donc, on doit faire équipe.
Ouais. Donc, il faut qu'on mette ces lunettes et qu'on aille voir pourquoi. Donc, nos jeunes enfants, ils vont avoir des comportements, ils vont avoir pas des troubles de comportement, non. Ils vont avoir des défis au niveau de leur comportement, des difficultés au leur comportement parce qu'ils ne comprennent pas leur environnement, parce qu'ils ne donnent pas de sens à leur environnement, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, Oui. une fois, Non, mais il est coupé là, c'est muet. Coupe le micro là, appuie dessus. ben, vous pouvez l'aider à couper le micro. La liste, c'est toi qui as organisé la réunion. OK. Donc, une fois, quand on a observé, on a compris qu'est-ce que cet enfant essaie de nous communiquer dans ce qu'on appelle la fonction du comportement, on va aller outiller l'enfant. On va aller adapter son environnement pour qu'il puisse être bien. Parce qu'on va, on faut comprendre que on veut, tantôt Lali a parlé d'inclusion. Quand on parle d'inclusion, ça veut dire, mais c'est pas au triangle à essayer de rentrer dans un carré ou bien, je sais pas, dans une autre forme. Mais c'est à nous, c'est à tout le monde. En tant que société, chacun a sa part à faire. Donc, moi, l'enseignante qui va accueillir cet enfant-là, qu'est-ce que je vais mettre dans ma classe? C'est quoi la structure que je vais mettre dans ma classe pour répondre aux besoins de cet enfant, pour travailler l'autonomie de cet enfant? Et quand on dit, quand on va mettre, si on prend une structure, on met des pictogrammes, c'est pas pour dire que cet enfant va toujours utiliser des pictogrammes. C'est pour ça qu'on va avec la personne. On va aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Lui, quand tu es en train de lancer, comment est-ce que, donc, ce qui est signe physique interne, c'est ça qu'on va aller travailler, que la personne apprenne déjà très jeune. Quand je parle de ça, c'est de la maternelle, la connaissance de soi, que la personne apprenne à se connaître de façon que si je me retrouve demain, quand je serai adulte, dans un métro et que ce nuage est en train de monter, qu'est-ce que je fais? Parce que ça va rentrer dans mes vulnérabilités toute la vie. Donc, on m'apprend à pouvoir vivre avec mes vulnérabilités. Et la société doit s'y faire. Qu'on ne le veuille ou pas, c'est des personnes qui traitent l'information de façon différente que nous autres. Donc, il faut que tout le monde, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'à un moment, qu'on prenne nos lunettes de personnes autistes et on dit, mais comment est-ce qu'il est en train de traiter son information? J'ai entendu Lali parler, par exemple, de son patron, des filles, justement, s'il faut parler du profil de filles, justement, beaucoup vont être abusés sur le plan sexuel, beaucoup vont avoir des abus sur le plan social, parce qu'ils ne comprennent pas toujours, tout, au niveau s'il faut parler un peu au niveau cognitif de la théorie de l'esprit, ils ne vont pas toujours comprendre ce que l'autre est en train de lui dire. Mais certaines personnes autistes, et Lali l'a dit, c'est l'unicité de la personne. D'autres personnes vont arriver à ces niveaux de traitement de l'information, mais pas tous. Donc, ils ne vont pas comprendre, mais tout ce qui est non-sens, ça serait très difficile. C'est pour ça qu'il va y avoir des abus. Donc, nous, en tant que société, on doit se regarder vraiment dans le miroir et dire comment on fait pour développer la neurodiversité, pour comprendre que tout le monde est différent, pour respecter que le jeune que j'arrive dans un centre commercial et à un moment, il va à l'extérieur, il commence à faire son petit clapine et à sauter, que c'est quelque chose qui lui fait du bien et il va le faire pendant 10 à 15 minutes, il va retourner être disponible à son travail. Donc, pour les plus jeunes, on va voir beaucoup de difficultés. Mais les filles, jamais, vont être beaucoup plus renfermées. C'est ce qu'on observe dans nos classes. Ils vont être beaucoup plus renfermés et ils vont avoir aussi un diagnostic un peu plus tard parce qu'on va croire qu'ils sont timides. Et on va voir aussi au niveau des intérêts restreints, ils vont jouer peut-être avec leurs poupées, ils vont aligner leurs poupées, mais ils vont être comme au même niveau que les autres élèves. Mais ils vont être beaucoup dans le flash. Ils vont chercher à ressembler l'autre, à être comme les amis, parce que eux, ils ont compris qu'ils fonctionnent différemment des normes fixées par nous, des normes sociétales. Donc, ces jeunes filles vont comprendre ça très tôt et ils vont rentrer vraiment dans le camouflage
Et quand un enfant, quand une personne dans l'ensemble veut se mettre dans la peau de l'autre, ça peut être très, très épuisant. Donc, il passe des journées à essayer de se conformer, à essayer d'être comme l'autre, à vivre dans la peau de l'autre. Ça veut dire, ben, on arrive en fin de journée, là, on n'a plus d'énergie. C'est comme tout, j'ai vidé ma bouteille, là, j'ai vidé ma bouteille et je ne l'ai pas remplie. Parce que si on n'a pas eu le temps, si on m'a pas diagnostiqué avant et qu'on m'a donné des ressources, qu'on m'a donné des moyens pour à chaque fois remplir ma bouteille quand elle est en train de se vider, j'arrive un adulte, j'arrive un adolescent où je peux facilement faire des shutdowns, ce qu'on appelle des shutdowns. J'arrive à un niveau, je n'en peux plus. Même souvent, mon corps, je ne vais plus pouvoir contrôler mon corps parce que même mon corps me lâche. Même mon corps va me lâcher parce que je ne vais pas bien. Je passe la journée à supporter, à essayer. Donc, vraiment, c'est l'autisme, comme on dit, c'est vraiment un spectre. Tu vas avoir dans des classes régulières qui vont avoir leurs défis, au quotidien. Mais avec aide, ils vont apprendre les moyens à pouvoir essayer de se conformer. Nous, en tant que société, on a beaucoup de choses à faire. Pour ceux qui sont dans des classes régulières, ils vont avoir aussi des défis différents au niveau des apprentissages, mais on adapte, on a des moyens pour pouvoir les enseigner. Ici, on a des enseignants en adaptation scolaire, donc ils se forment pour enseigner des élèves avec différents défis. Mais ce n'est pas parce que tu te formes en adaptation scolaire, comme tu es un généraliste avec les élèves en difficulté. Mais après ça, il faut aller encore prendre des formations si tu es dans une classe langage, si tu es avec les élèves autistes. Donc, il faut encore aller prendre des formations pour pouvoir comprendre, parce que je comprends comment est-ce que la personne traite l'information. Quand j'ai compris comment la personne traite l'information, je peux l'aider beaucoup plus facilement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Au Québec, les enseignants ont une partie de leur formation qui est dédiée à la diversité ou pas du tout? C'est des personnes comme toi qui doivent intervenir en classe? Non, quand tu fais le cursus normal, tu es un enseignant du régulier. Donc, ils ont deux cursus. Soit tu choisis l'adaptation scolaire, tu fais une licence de 4 ans pour enseigner dans les classes d'adaptation scolaire. Est-ce qu'on trouve surtout, est-ce que les classes sont quand même mixtes? Est-ce que la diversité, est-ce qu'ils mettent des enfants qui sont neurodivers parmi des enfants neurotypiques? Ou est-ce que c'est vraiment deux types de classes différentes? Ça, c'est normalement à la base, qu'on accueille les élèves dans notre école, plusieurs, sauf ceux qui ont beaucoup de défis, qui vont aller directement dans des classes spéciales. Pour aller vraiment dans une école spécialisée, il faut avoir un diagnostic de déficience intellectuelle. Mais, et pour ceux qui ont encore un peu moins de difficultés, ils vont être dans nos classes spéciales. En fait, c'est des classes où il n'y a que des élèves autistes à effectif réduit, mais ils sont dans une école régulière. Donc, ils vont faire les récréations avec tous les autres élèves. Et pour ceux qui ont des capacités aussi, on va commencer à les intégrer tout doucement en respectant leurs besoins dans d'autres classes régulières. Mais ce n'est pas pour dire que si tu es dans une classe et tout le reste, là, ils sont dans des classes régulières avec les autres élèves. Donc, dans nos classes régulières, on a plusieurs élèves autistes. Ce n'est pas parce que tu es un élève autiste que tu vas te créer ton environnement, non. Donc, ils sont dans les classes et ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, c'est pour ça que j'ai dit on va aller avec les besoins de l'élève. Ceux qui ont beaucoup plus de difficultés, ils vont être dans des effectifs réduits, dans des classes à effectifs réduits, avec des enseignants de l'adaptation scolaire. Et on va donner, c'est très multi, c'est tout un système qui se met sur pied parce qu'on a des plans d'intervention. Pour ceux il y a quand même le médical qui rend en compte aussi. On doit faire des plans de service aussi avec les hôpitaux pour qu'ensemble pouvoir. Il y a souvent aussi les travailleurs sociaux. Donc, on va faire des rencontres multiples pour ceux qui ont d'autres problématiques
associés. Mais à la base, c'est de pouvoir voir dès qu'un enfant peut être dans un milieu régulier, il est dans un milieu régulier et on fournit l'aide nécessaire. Mais Ouais, je vais dire, au Québec, on n'est pas aussi dans l'inclusion comme dans certaines provinces, comme au Nouveau-Brunswick ou bien dans d'autres. Donc, on a un système différent des autres provinces. Parce que je trouve ça très vertueux. En fait, les enfants sont bien plus tolérants et entre eux que les adultes, en fait, qui font porter ce regard. En fait, les enfants, quand ils sont petits, en soi, ils sont prompts à aider le voisin. S'ils ont un petit camarade qui a un fauteuil roulant, ils vont l'aider. C'est le regard de l'adulte souvent qui va biaiser aussi ça. Et puis c'est aussi le fait que les enseignants ne sont pas formés à individualiser leur enseignement et leur accompagnement. Et donc, ils se trouvent, c'est pas des médecins, c'est pas des thérapeutes, c'est pas des accompagnants spécifiques sur telle diversité. Et ça, c'est un truc qui manque vraiment parce que je pense que la coopération entre les enfants fonctionne vraiment mieux, quoi. J'ai été, pendant quelques semaines, j'ai remplacé l'enseignant de mon fils qui était en CM2 et dont le professeur était en arrêt maladie longue durée. Et donc, pour pallier à son manque, j'ai fait la classe à mon fils. Et dans cette classe, il y avait 3 enfants qui étaient... alors, il y en avait un qui était autiste et 2 TDAH, mais alors plus dans l'excitation du truc. Et quand je suis arrivée le premier jour, ces 3 gamins, ils étaient au fond de la classe, les 3 côte à côte, pour ne surtout pas déranger ceux qui étaient au premier rang ou au milieu de la classe, parce que ça nuisait, d'après l'enseignant, à la concentration des autres. Moi, je suis arrivée et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire, où ils voulaient être, où ils voulaient être placés, et s'ils avaient des copains et tout ça. Et en fait, l'inclusion s'est faite naturellement entre enfants, et pourtant le CM1, ça commence à devenir la préadolescence, et c'est déjà pas facile. Mais ils étaient super contents du coup de se retrouver à côté d'enfants qui n'avaient pas de difficultés, en tout cas pas ces difficultés-là, et qui étaient prêts à les aider à lire, à faire leur sac. Et quand je voyais qu'ils étaient un petit peu agités, je leur permettais de se lever, je leur donnais des petites missions, quoi. Tiens, tu vas aller chercher les photocopies chez la directrice, tu vas distribuer les feuilles, tu vas aller écrire sur le tableau les devoirs à faire pour demain. Ça, c'est des trucs qu'ils aiment bien, quoi, qui leur permet de bouger et d'expliquer. On a fini cette année-là avec des gamins qui étaient inclus au sein de la classe, qui étaient plus tout seuls en cours de récréation à manger leur banane dans un coin caché parce qu'ils avaient peur de se faire taxer leur goûter. C'était terrible, quoi. Alors que les enfants sont quand même vraiment plus... Si on éduque les enfants à la bienveillance, on gagne énormément. Mais pour tout, mais pour des choses complètement anodines. Moi, le jour où mon fils aîné qui est roux, alors c'est pas un handicap, hein, c'est pas une tare, c'est juste une caractéristique physique comme une autre. Le jour où je lui ai enlevé son petit bonnet, il était en porte-bébé dans le bus, il y a une dame qui fait « Oh, le pauvre! Oh, il va s'en prendre plein la tête à l'école !» Je dis « Non, mais vous rigolez ou quoi, en fait? Il va s'en prendre plein la tête parce que vous êtes la mère d'enfant à qui vous n'apprenez pas la différence. Et encore, c'est une différence de couleur de cheveux. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. » Et il a été harcelé pour sa couleur de cheveux, non pas quand on habitait dans un quartier populaire où il y avait toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les religions, et tout le monde fonctionnait très, très bien comme ça ensemble. Il a été harcelé le jour où il est rentré dans un collège parisien, dans le 4e arrondissement, où tout le monde est bien blanc, blond, tout ça. Il va y avoir 2 noirs au total dans l'école. Et encore, je ne suis même pas sûre, en tout cas, il n'y a même pas un noir par classe. Ne parlons pas des personnes d'origine arabe. Bon. Et il a été emmerdé. À ce moment-là, le jour où il est rentré en disant « Je ne comprends pas, maman, pourquoi il m'embête pour ma couleur de cheveux. Il n'y a rien à comprendre, mon chéri. C'est de la bêtise, c'est des préjugés. Le roux, il ment, il vole, il sent mauvais. Enfin, et c'est terrible. Et c'est à tous les niveaux. Donc, l'inclusion, la bienveillance, elle doit être portée par les parents. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler. La parole s'ouvre, je trouve, et j'ai aucune gloire, aucune fierté à être autiste.
J'ai juste, si j'ai une forme de fierté, c'est celle de m'assumer telle qu'elle et de continuer à être aimée par les personnes que j'aime. Mais pourtant, c'est comme Lali, vous parlez beaucoup d'éducation. Nous devrions éduquer nos jeunes très tôt à la différence. Et nos jeunes qui ont des difficultés aussi, il faut qu'on en discute avec eux. Ils doivent comprendre qu'ils sont des personnes autistes et qu'ils en sont fiers. Moi, j'avais un jeune en cinquième, en deuxième, en première année déjà, en maternelle, première année, donc comme 5 ans en maternelle, 6 ans en maternelle. Il savait qu'il était autiste, on en parlait, il en était fier. Et même dans la classe, souvent, il y avait des choses que je l'appelais, je lui disais, regarde, c'est toi qui peux me faire ça parce que, et il me disait, mais oui, c'est ça les autistes. Il y a des choses que nous on fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, comme il y a des choses que nous on ne peut pas faire et que vous. Donc, c'est très tôt vraiment aller éduquer et tout le monde, la personne autiste aussi, c'est la connaissance de soi parce que je dois vivre avec, donc mieux, tout je sais, c'est mieux encore pour moi, pour mon estime, pour essayer de me bâtir. Donc, c'est important d'avoir cette fierté-là. Moi, je suis ce que je suis et toi, tu dois m'accepter. Donc, on parle aujourd'hui d'inclusion. L'inclusion doit venir avec l'éducation, avec la sensibilisation, avec les adaptations. Et quand on est dans la classe, tu n'as pas de choix quand tu as des élèves, pas seulement des élèves autistes, parce qu'on peut avoir des difficultés aussi, d'autres difficultés sur le plan scolaire. Tu n'as pas de choix de faire la différenciation pédagogique. Donc, ça doit être le même mot dans les classes parce que tout le monde apprend différemment. Après, je pense que la problématique souvent aussi dans les classes, c'est que les enseignants ne savent simplement pas comment faire. Et on a qui sont juste dépassés par la situation. Déjà, ils ont une trentaine d'élèves dans la classe. Ils ont déjà du mal à les tenir, calmes. Et du coup, ils n'ont pas les clés. Donc, il y a effectivement un travail vraiment en amont à faire d'éducation, de sensibilisation, de formation. Oui, ça devrait faire partie de la formation. Voilà, exactement. Et tu parlais du sujet de l'acceptation de soi. Ça aussi, c'est un travail à faire parce que tous les autistes ne sont pas en mesure de savoir, en fait, d'avoir la conscience, en tout cas, de qui ils sont, de leur corps. Et ça, c'est un travail aussi de longue haleine. Mais après, je sais que tu es la professionnelle, donc tu sais les clés qu'il faut mettre en place, le temps que ça prend. Il y en a qui vont effectivement prendre conscience de leur corps rapidement, mais d'autres, ça va être plus long. Et après, c'est démultiplier comme ça les prises en charge, quoi. Donc, et pour les aidants, on aura l'occasion d'en parler. Pour les aidants aussi, voilà, comment organiser toute la vie organisée autour des rendez-vous de prise en charge quand ils ne sont pas centralisés en un seul endroit clé. Donc, c'est derrière, c'est beaucoup de choses à Mais c'est vraiment important. On respecte le rythme. C'est ça, on va avec les besoins de la personne. Où est-ce que je te prends? Je respecte ton rythme, j'évolue avec toi, je grandis avec toi. Je te donne en même temps, ensemble, on réfléchit aux moyens, aux ressources de comment est-ce que… Donc, c'est vraiment où est-ce que je prends la personne parce que, comme Lali l'a dit tantôt, il n'y a pas un autiste qui ressemble à un autre. Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre personne. Donc, vraiment, c'est important. C'est important. Il y en a que très vite, tu vas aller… il va parler de ces différences, mais il y a d'autres personnes que c'est beaucoup plus tard. Mais en attendant, il faut donner les moyens à cette personne de pouvoir être bien. Et là, on prend la personne où la personne est rendue et on évolue avec. On ne peut pas tirer sur, on ne tire pas trop sur une plante. Ouais. Tu passes sur la corde et ça, c'est un point vraiment important parce que d'habitude, j'ai l'habitude de parler avec des parents qui se plaignent, oui, on ne me prend pas l'enfant à l'école, on me dit qu'il peut faire que 1 heure ou 2 heures, mais moi, je veux qu'il reste toute la journée. Et moi, j'ai tendance à leur dire, est-ce que votre enfant est capable de supporter une journée entière à l'école? Le bruit, alors, si c'est une petite école, c'est quelque chose, mais si c'est une école… Là, Régine, je te dirais que c'est à l'école de trouver les adaptations nécessaires pour qu'ils puissent rentrer à l'école. Yolande, on va tous venir au Québec, moi je te dis.
Ben, c'est Mais pas ça pour dire que c'est tout ça un beau s'arrange pas quand souci, on là, non. grandit et qu'on est au travail. C'est épuisant une journée Ben, de travail. pareil. Déjà, 1 heure et quart de métro pour aller au boulot, ça y est quand même. Je suis plus bonne à rien. Alors qu'il faut enchaîner avec les 7 heures sur place. Ouais, Alors, ouais. on a peut-être des questions parce qu'il est déjà Oui, 22h10. Est-ce tout à que... fait. Alors, moi, j'avais déjà quelques questions. J'avais reçu quelques questions. Du coup, j'en ai une pour toi, Lali. Ah, Du coup, c'était comment accepter ce diagnostic tardif, en fait. Alors, c'est une personne qui avait 24 ans et qui dit comment est-ce que tu as fait pour accepter ce diagnostic? Alors, même si tu avais déjà, voilà, tu te soupçonnais déjà un peu, comment est-ce que tu l'as accepté et tu l'as transformé en une force? ça a été naturellement une bonne nouvelle en fait. Parce que je me suis dit que qu'en fait, que j'avais pas de problème, que c'était juste une caractéristique, des spécificités, et que j'allais pouvoir l'expliquer, expliquer quelles sont mes limites, et expliquer pourquoi j'ai besoin de me mettre en off de temps en temps, et puis accepter d'être aidée par mon entourage aussi, parce que comme tout est toujours sous contrôle dans ma tête, parce qu'il faut que ça se passe bien dans tel ordre et machin, tout ça, pour moi, c'est pas naturel de laisser mon conjoint ou mes enfants faire à leur façon, parce que le moindre imprévu, le moindre petit truc qui semble anodin à un neurotypique, ben, chez moi, ça me bloque, quoi, je sais pas quoi faire. Donc, c'est une vraie libération. Et puis, du coup, je me fiche de ce que les gens peuvent penser de moi, en fait. Je gêne personne, je juge personne, je pense que je suis plutôt ouverte d'esprit. Donc, c'est une vraie libération. Et j'encourage tout le monde parce que les gens qui me disent, mais moi, j'ose pas le dire à mon employeur parce que j'ai peur qu'on me licencie, je dis, ben, dans ce cas-là, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Ou j'ai peur de perdre mes amis, ben, c'est que tu n'as pas les bons amis. Donc voilà, tout simplement, ça permet au contraire de faire le tri et de pouvoir s'épanouir quoi, en tant que ce qu'on est, sans avoir tout le temps à se déguiser et se camoufler. Ok, c'est ce que Magal nous dit aussi dans le chat. Elle nous dit qu'elle aussi, elle a été, alors elle ou il a été diagnostiqué il y a 1 mois. Ah, Voilà. bravo, bienvenue. Magali, d'accord. Et que ça lui a sauvé la vie. Voilà. Et peut-être qu'en direct, j'ai d'autres questions, mais peut-être que les personnes présentes ont des questions à poser. Levez la main et… Ils sont tous endormis, tu vois, ils ont touché leur caméra. Il est 22h, on parle. Alors, je vais poser du coup une autre question. J'ai une personne qui me dit qu'elle est éducatrice de jeunes enfants et qu'elle a un enfant dont les parents sont autistes Asperger. Et du coup, elle ne sait pas comment avoir cette relation avec les parents pour gérer, s'occuper en tout cas de l'enfant. Je ne sais pas ce que tu pourrais leur donner comme conseil, mais voilà, essayer simplement Ce sont des d'échanger, de êtres humains, communiquer. hein. Tu leur Voilà. parles normalement, il n'y a pas de… Il faut juste savoir qu'ils vont prendre les choses au sens premier du terme, donc les mettre à l'aise en leur disant de surtout exprimer quand ils ne comprennent pas quelque chose ou quand ils… voilà, s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'on leur a dit, mais c'est juste des êtres humains qui, en plus, ils sont Asperger, a priori, ils n'ont pas de déficience cognitive ou intellectuelle, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Une question pour toi, Yolande. Comment gérer les crises d'un enfant autiste et comment l'aider, 2 questions même en une, et comment l'aider à évoluer dans la problématique de langage? Le fameux problème, je veux que mon enfant parle, le fameux, on veut que l'enfant communique déjà, et après on parlera langage, mais il faut déjà qu'il communique. Mais je te laisse parler. Ben, s'il faut parler des crises, il faut toujours aller comprendre pourquoi est-ce que l'enfant fait des crises. Parce que comme j'ai dit tantôt, généralement, je n'aime pas qu'on parle en termes de crise. On a une personne qui a des difficultés, peut-être qui n'arrive pas à s'adapter, qui a quelque chose qui ne va pas. Donc, prenons le temps d'aller observer. Moi, ce que je fais dans mon travail. Donc, quand on nous appelle
qu'il y a un enfant qui fait des crises, qui a des troubles de comportement. Souvent, on va dire ça. Mais quand j'arrive, ça peut me prendre 2 semaines, 3 semaines à observer juste cet enfant-là et aller voir même la façon qu'il est assis, la façon qu'il tient son bic, à tel moment il a claqué le doigt, tel nombre de fois. Je vais vraiment dans de l'analyse très poussée pour aller comprendre le comportement, la fonction. Donc, prenons le temps qu'un enfant est en train de nous parler. Qu'un enfant j'ai dit, il fait la crise, c'est une façon de nous communiquer son mal-être. Donc, prenons le temps d'aller observer d'aller observer, de ne pas réagir. Donc, on observe, on comprend pourquoi, qu'est-ce qui se passe toujours avant et qu'est-ce qui se passe après. Parce que souvent aussi, notre réponse à une intervention peut aller comme renforcer le jeune ou bien peut aller comme faire que le jeune escalade. Donc, un jeune qui n'aime pas le bruit, ça prend aussi la connaissance du jeune. Un jeune dont le bruit dérange ou bien notre ton de voix, imagine qu'il a des difficultés, il est en train de nous crier dessus, nous lancer et qu'on est à côté en train de lui dire « Arrête ça, je ne veux pas que… » Tu vois, rien que notre ton de voix va faire que ce jeune serait en train d'escalader. La première des choses, la première est quand un jeune est en crise, si on veut dire le nom crise, taisons-nous, on la ferme complètement. On baisse le niveau, on est calme, on essaie de lui transmettre notre façon d'être calme, ça peut se contaminer. Donc, on essaie d'être le plus calme possible. On accueille la personne dans son mal-être. Et on voit après qu'est-ce qui se passe à chaque fois avant, qu'est-ce qui se passe après, comment est l'environnement tout autour, qu'est-ce qui se passe tout autour, est-ce qu'il y a trop de bruit, qu'est-ce qui se passe, à quel moment est-ce qu'il le fait, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est en après-midi, donc on essaie d'observer sur une certaine période. Et je vais vous dire, souvent on dit aussi qu'il fait, j'arrive dans certaines écoles, on me dit il fait des crises. OK, il fait des crises. Combien de fois par jour? Combien de fois par semaine? Souvent, parce qu'il a fait une seule crise et c'était très intense, on va aller croire qu'il fait toujours des crises. Donc, une fois quand tu as pris ta feuille d'observation, tu commences à observer, tu vas aller voir, peut-être c'était juste une fois et il y a ici, voilà, c'était quoi la réponse? Et on va aller travailler avec le jeune. Et si c'est un jeune qui est non-verbal, qui communique, qui a des difficultés au niveau de son langage, on va aller s'assurer comment est-ce qu'il nous communique l'information et comment est-ce que nous, on communique l'information à la personne. Ça peut être par des gestes, ça peut être par des pictogrammes, ça peut être, peut-être le jeune nous touche souvent. C'est quoi les codes? C'est quoi le code qu'il utilise souvent pour communiquer avec son environnement, avec les autres? On voit aussi que les enfants qui ne communiquent pas, c'est les données de recherche, ils vont beaucoup avoir des difficultés au niveau de leur comportement. Justement, une fois qu'on a mis un support de communication, les comportements vont baisser. Donc, vraiment, aller observer. Ça, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette miracle. Allez vraiment observer le jeune et à partir de nos observations, moi, généralement, je marche toujours avec un crayon et un papier. Parce que les personnes autistes, comme ils ont la difficulté c'est pas qu'ils ont la difficulté, ils vont traiter l'information différemment, donc ça peut prendre des délais. Donc, quand il y a une difficulté, au lieu d'être à côté du jeune en train de parler, si tu sors juste ton papier crayon, tu commences à dessiner, à faire du conceptuel, essayer de décrire. Souvent, c'est comme ça diminue, ça peut diminuer la crise parce que tout de suite, je n'ai plus à réfléchir, je ne suis plus dans mon anxiété je dois traiter l'information. Tout de suite, je suis en train de voir, j'ai déjà comme une réponse, je suis en train de voir ce qui se passe. Donc, papier, crayon, je ne suis pas très bonne dessinatrice, mais les bâtons, les bonhommes bâtons, je les utilise beaucoup pour communiquer avec des personnes autistes. Donc, comme tu dis, au niveau du langage, Régine, cherchons à voir c'est quoi le code que cet enfant utilise pour communiquer. Il faut miser d'abord sur la communication avant d'aller voir au niveau du langage. Il y a des enfants vraiment qui vont parler tard. J'ai eu des personnes autistes qui ont parlé à 7-8 ans.
On a eu dans une école une qui a parlé à 12 ans et elle parlait 3 langues. Et quand elle a commencé à parler, elle disait tout à l'enseignante, quand j'étais à la maternelle, voilà. Donc, elle a toujours été là, elle vous observait, elle retenait tout. À chaque transition de sa vie, elle dit, ben regarde, j'aurais souhaité qu'on fasse ci, j'aurais souhaité qu'on fasse ça. On a eu des enfants qui ont perdu quand on dit de perdre le langage, dans une autre école, ils parlaient. Quand ils ont grandi, la voix a mué, ils n'ont plus compris que c'était plus eux. Donc ça, c'est des personnes autistes, c'était plus eux. Donc, ils sont rentrés dans un mutisme jusqu'à ce qu'on dise à l'enseignante que mais je l'ai eu dans l'autre école, il parlait très, très bien, il n'y avait pas de problème. En allant chercher plus, il nous a dit plus tard, c'est parce que la voix avait mué, ça avait changé. Donc, vraiment, allons miser au niveau de la communication, c'est quoi les codes? Et allons observer la connaissance de l'enfant, le lien qu'on va faire avec cet enfant-là. Quand on parle du lien, c'est de connaître ses intérêts, c'est de connaître cette personne et d'aller avec la personne, d'aller poser des questions à la personne. Des questions peuvent pas seulement être verbales, on peut communiquer avec la personne sans utiliser le langage verbal. Donc, il faut vraiment créer le lien avec la personne, que la personne nous fasse confiance pour qu'on puisse cheminer avec. Alors, il reste juste quelques secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nécessitent qu'on se reconnecte ou pas? Non.